Madame, Monsieur, bienvenue à vous dans ce numéro de Version Croisée. Deux experts pour parler de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Vous le savez, l'Hôtel de Ville a mis en place l'opération qu'on appelle l'opération coup de poing qui permet ou qui devra permettre de dégager les emprises publiques et en finir avec les constructions anarchiques. Mais le mal est profond quand on regarde bien. La ville connaît ce qu'on appelle aussi une forte croissance démographique accentuée par l'exode rural. Il y a à côté la caducité du plan d'aménagement. Repenser la ville de Kinshasa, quelle ville pour demain? C'est notre thématique. Pour en parler, Michel Kabamba, architecte, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors en face de vous, un autre technicien, un urbaniste, Daniel Moulenda, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour et merci Gaëtan. Alors cette émission, je la veux à la fois technique mais pédago également, puisque nous allons parler de notre ville, la capitale. Vous vivez ici, vous connaissez très bien la réalité, vous en tant qu'urbaniste, vous également en tant que celui qui pense la construction sur le terrain. Il y a plusieurs problèmes aujourd'hui. Il y a une forte démographie, il y a les embouteillages à côté, il y a les constructions anarchiques, il y a des personnes qui meurent. On va essayer dans 45 minutes circonscrire un peu tout ce problème. Mais on commence avec l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, qui a permis jusqu'ici à dégager quelques emprises, quoique ce n'est pas encore fait de manière très pratique, on casse seulement, mais on ne revient pas pour faire le travail jusqu'au bout. En tant qu'urbaniste, Daniel Moulenda, comment avez-vous jugé ou accueilli cette mesure ou cette opération? Justement, d'abord, je remercie les autorités urbaines qui ont pris cette initiative qu'on a tant décriée en tant qu'experts, parce que, vous savez, nous sommes dans la... Vous avez décrié quoi? Les constructions anarchiques ou les personnes qui construisent n'importe où? Voilà. La même chose, en fait. Nous avons décrié tout ce qu'on appelle maladie de la ville, construction anarchique, tout ce qui est assainissement en désordre, tout ce qui met notre ville en désordre, nous l'avons décrié. On a décrié que Kinshasa posait des problèmes, on a décrié que Kinshasa avait de multiples problèmes, heureusement, pour donner quand même la façade meilleure un peu de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, l'autorité a pris quand même l'initiative de commencer à redonner quand même l'image des emprises, des grandes artères de la ville de Kinshasa, et nous saluons d'abord cette initiative. Alors aujourd'hui, il y a des victimes qui se constituent en partie civile, qui veulent attaquer la ville de Kinshasa en justice. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, l'opération n'a pas encore pris fin et ce n'est pas encore là la première opération de ce genre. Alors vous, en tant qu'urbaniste, certainement, vous pensez aux moyens de prévenir ces constructions anarchiques. Comment voyez-vous la chose? Oui, en tant qu'urbaniste, alors de toutes les façons, l'urbaniste, des fois, il joue le rôle de... Il est un pont, un pont entre la population, les autorités et même les élus. Ok. Il est un pont. C'est que l'urbaniste congolais ne les joue pas. C'est-à-dire, on ne le met pas dans ces points-là d'un pont pour échanger avec tout... Pourquoi, d'après vous? D'après moi, parfois par manque de connaissance de ce qui devrait le faire, ou parfois on s'en fout de ce qui va arriver ou de ce qui est en train d'arriver. Alors, ici, on devrait prévenir l'acte que le gouverneur ou l'initiative que le gouverneur a pris pour la ville de Kinshasa. Je vous ai dit que nous, personnellement, je loue ça. Mais la méthodologie appliquée, parfois, que je ne peux pas partager le même point de vue, mais casser, ce qui viole des prescriptions et des normes urbanistiques, eh bien, il faut casser. Il faut casser. Mais quelles sont les méthodes? Comment y arriver? C'est une autre paire de manches, les méthodes en tout cas. Voilà. Ok, je vais revenir vers vous pour nous parler justement de ces plans urbanistiques. Michel Kabamba, vous êtes architecte, mais vous êtes également expert de l'unité de planification spatiale, donc vous travaillez souvent avec les urbanistes ici à Kinshasa et même dans les provinces. La même question, comment avez-vous accueilli cette opération coup de poing? Bon, pour moi, cette opération de coup de poing, M. Gaëtan, c'est une opération d'abord à saluer.
Okay. Parce que les autorités de la ville-province de Kinshasa ont compris finalement ce qu'on entend parler par façade urbaine. Okay. C'est quoi une façade urbaine? Quand un étranger, un visiteur arrive dans notre pays pour la première fois, il ne voit pas Gombe, il voit d'abord la façade urbaine qui se trace le long de son parcours vers le centre-ville. Vous remarquerez que quand vous atterrissez soit à l'aéroport de Ndjili, la nuit vous êtes dans le noir et vous progressez un peu, il y a un grand monde, c'est la journée, ouais. Oui, il y a un grand monde la journée et après ce grand monde, il y a des bâtiments qui laissent à désirer finalement. Et l'autorité provinciale ayant compris cela, elle a finalement pris cette initiative que moi, personnellement, en tant qu'architecte, en tant qu'expert, je salue. Alors, donc, il y a justement pour nous assurer une bonne façade urbanistique, urbaine, justement. Mais à côté, il y a d'autres problèmes qui se posent aussi. C'est que ces personnes qui conçuent sur les emprises publiques, conçues sur les collecteurs d'eau, conçues sur les canalisations, et il y a des problèmes des inondations. Donc, le mal va au-delà d'une simple façade urbaine qu'on doit assurer, c'est ça? Bon, le mal va au-delà d'une simple façade, mais pas forcément. Oui. Pas forcément. Nous devons comprendre que chaque ville a une réglementation. Oui. On ne construit pas n'importe où et n'importe comment. Il y a des lois, il y a des normes urbanistiques, comme l'a dit l'urbaniste Daniel, qu'il faut respecter en amont. Vous achetez votre terrain, vous avez des mesures bien précises que vous devez respecter. Quand un architecte vient vous présenter... vous appelez un architecte pour construire pour vous proposer un plan, une conception, mais donnez-lui les vraies mesures que vous avez achetées. N'allez pas au-delà jusqu'à empiéter même la voie publique. Et c'est ce qu'on a remarqué avec l'opération Coup de poing. Il y a des gens qui ont construit sur des collecteurs publics et finalement, c'est parmi les causes même des inondations dans notre ville, province de Kinshasa. Alors, vous avez parlé des architectes. Justement, ces maisons sont construites par des architectes. Est-ce qu'un architecte peut s'opposer à la volonté de celui qui va le payer? C'est possible? Ça arrive parce qu'on peut vous imputer aussi une certaine responsabilité. C'est vous qui construisez ces maisons qui causent des inondations et des morts d'hommes par moment. Monsieur le journaliste Gaëtan, je dois vous rappeler que oui. Dans ces domaines, ici à Kinshasa, nous avons beaucoup de charlatans dans le domaine. Des architectes. Je pense qu'un architecte qui est inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes, au nom dirigé par l'architecte Fiyou, ne peut pas se permettre de construire sur un collecteur. À moins que ce soit un maçon du quartier qu'on a ramassé quelque part. Mais je ne vois pas un architecte connu, inscrit au tableau de l'Ordre, se permettre d'entrer dans ces petits jeux-là de certains clients. Non, je ne pense pas. Alors, vous êtes dédouané en tant qu'architecte. Monsieur l'urbaniste, quand vous voyez notre ville aujourd'hui avec tout ce monde, une croissance démographique exponentielle qui continue jusqu'à ce jour, les embouteillages d'un côté, qu'est-ce que ça vous fait personnellement, vous qui avez passé beaucoup de temps à étudier comment aménager un territoire? Merci. Bon, en tant qu'expert, ça me donne l'envie... de quitter? Pas de quitter, mais de commencer à me poser la question pourquoi je suis allé faire mes études pendant 6 ans, finalement, de voir que le patient à qui je suis allé faire les études, on ne veut pas qu'il soit guéri, mais on veut qu'il puisse mourir. Alors, qu'est-ce que je vois? Ensemble, comme vous et moi à Kinshasa, vous verrez que la ville de Kinshasa, c'est vrai que vous parlez de la démographie qui a pris un peu de l'ascenseur, oui. Mais au moins, je vous rappelle que la province de Kinshasa a 24 communes. Oui. Dans les 24 communes, vous avez une commune qui consomme au moins 80% à peu près. 90%, vous dites. 80%. 80%. La commune de Maluku, oui. La commune de Maluku. Oui. Alors, sur commune de Maluku, c'est la seule aussi commune moins habitée. Sur 100%. Vous avez 23%, et vous avez 23 communes qui prennent 20%. Et vous avez une commune qui vous prend 80%. Bon, tout le monde veut être dans les 24 communes,
et beaucoup plus dans le 22 communes. Oui. Dans le 22 communes, épargné, parfois c'est parfois aussi Mongafula aussi, mais au moins on y occupe maintenant. Maintenant, la question c'est que, est-ce qu'on a la politique d'habitat? Ça existe ou ça n'existe pas? Je me pose la question, je ne suis pas l'État. En tant qu'expert, je pose la question. Est-ce qu'on a la politique d'habitat? Si ça existe, ça dit quoi, cette politique d'habitat? Parce qu'à l'époque, la ville-province de Kinshasa avait une politique d'habitat. Il y avait l'ONEL qui existait à l'époque. C'est quoi l'ONEL? Office national de logement. Ok. Qui nous a produit des maisons. Les camps ONEL, je sais que la plupart des habitants de Kinshasa ont toujours entendu des coins appelés camps de l'ONEL. À Lemba, on appelle camp ONEL. À Kitambo, camp ONEL de ITEX Afrique. Alors, on construisait et puis les gens prenaient des maisons à crédit. Et l'État... Des logements sociaux, quoi. Oui, des logements qu'on appelle logements sociaux. Oui. Et l'État avait cette politique-là, de loger ou d'orienter aussi. Bon, actuellement, est-ce que ça existe? Et moi et vous, on observe que ça n'existe pas. On construit comme on veut, quand on veut, là où on veut, avec tous les acteurs qui entrent dans la construction. Alors, je sais que l'État permet, en octroyant permis de construction pour ceux qui construisent, qui les permet, c'est l'État. Mais alors, le problème dans ça, qui est vraiment responsable, c'est l'État d'après vous absolument, ou c'est un problème ou une responsabilité partagée? La responsabilité partagée, ce n'est pas seulement l'État. Oui. Ce n'est pas seulement l'État, pour moi, la responsabilité partagée, mais l'État a une grande responsabilité, mais la responsabilité partagée dans le sens que il y a même des habitants, hein, comme vous avez vu l'opération Coup de Pente qui est en train de se faire. Vous allez voir que quelqu'un, personnellement, il regarde qu'il y a un caniveau. Ça est là, il le voit. Mais il se permet quand même. Ça ne demande pas que l'État vienne lui dire, mais quand même il se permet. Pour lui, le caniveau ne lui dit rien. Il se permet de construire au-dessus des égouts, du caniveau, et puis il empêche le bon fonctionnement du système d'assainissement du quartier. Et puis il avance. Il s'en fout, quoi. Il s'en fout. Il s'en fout. Et parfois c'est parmi les autorités, parfois c'est un homme fort, parfois on vient, on peut empiéter l'emprise publique comme on veut, c'est-à-dire on quitte l'alignement parcellaire de tout le monde. Vous allez voir un alignement parcellaire qui a des zigzags. Hein. Oui. Celui-ci est sorti, celui-ci est entré. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, l'alignement était tout droit. On clignote un peu. On entre, on sort. Pourquoi ta porte est sortie? Non, c'est un monsieur tel, c'est un monsieur X. Alors ça énerve aussi les normes. En tout cas. Michel Kabamba, on va essayer de nous projeter un peu. Hein. Jusqu'ici, la vie des Kinshasa ne fait que subir. Peut-être qu'il existe des plans d'aménagement actualisés. Vous nous en direz quelque chose à moi et à ceux qui nous suivent, justement, s'il faut repenser la vie des Kinshasa. En tout cas, moi, je suis optimiste. Je pense que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut sortir de ce carcan dans lequel nous sommes. S'il faut repenser notre ville, on doit commencer par où? Vous, en tant qu'expert de planification, normalement. Merci, monsieur le journaliste. Je vais commencer d'abord par une question. On doit se poser d'abord une question qui est la suivante. Qui construit la ville? Qui construit la ville? La ville est construite par des urbanistes et des architectes. Donc les autorités doivent comprendre ça. C'est les urbanistes et les architectes qui construisent une ville. Ce n'est pas les politiciens. Ce n'est pas les politiciens qui construisent la ville. On doit d'abord se mettre d'accord sur ce point. Deuxièmement, ce sont les experts en planification spatiale qui mettent à la disposition du politique de schémas d'orientation, comme le schéma qu'on a, le SOSAC, qui n'a jamais vu son application jusqu'à ce jour, mais adopté depuis le 11 août 2015 dans notre pays.
ce schéma qu'on appelle schéma d'orientation de l'agglomération quinoise qui retrace finalement les grandes lignes, qui montrent au moins aux dirigeants politiques comment la ville doit être orientée. Mais aujourd'hui, on voit que le politique se base sur les voies de circulation de grande distance et finalement les voies de liaison pour eux, ça importe peu. Finalement, c'est laissé à la population qui n'a aucune expertise en la matière et qui implante des bâtiments d'une manière désordonnée. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Aujourd'hui, on a Maluku qui est inhabité pratiquement. Alors, comment résoudre ce problème des répartitions inégales, des concentrations de la population vers une zone donnée au détriment d'un autre carrément? Je pense que le SOSAC, le plan d'orientation, donne beaucoup de solutions à ce problème de Maluku. C'était de créer un nouveau pôle au niveau de Maluku qui pouvait être un deuxième centre-ville de Kinshasa. Et les grandes industries, les grandes organisations, le ministère pouvait quitter le centre-ville qu'on a aujourd'hui, Gombe, Kitambo et tout, et aller vers ce nouveau pôle qu'on va créer vers Maluku. Les ministères? Oui. Et là, on pouvait avoir finalement une circulation à sens inverse. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la cité dortoir. La cité dortoir, c'est-à-dire tout le monde, le matin, on est à un sens et le soir, on est aussi sur un autre sens. Et finalement, ça nous avantage à rien. Le matin, finalement, tout le monde se dirige vers la ville pour le travail. Et le soir, tout le monde rentre à la cité pour dormir. La cité pour dormir. C'est ça la ville dortoir, la cité dortoir qu'on est en train de vivre à Kinshasa. Alors avec cette création d'un nouveau pôle au niveau de Maluku, ça pouvait désengorger le centre-ville qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est une solution qui pouvait être appliquée dans le moindre détail. C'est un problème de moyens, d'argent ou un problème politique, d'après vous? Moi, je pense que ça doit être un problème peut-être politique. Moi, je pense, à mon humble avis, ça doit être un problème politique parce qu'un pays qui a finalement une organisation, une projection, des perspectives d'avenir, pouvait finalement se pencher sur cette étude qui a été faite par des experts. Mais quand on prend cette étude des experts, on la met de côté, c'est assez désolant finalement. Quel risque on peut encourir si on ne met pas urgemment justement tous les plans que vous évoquez là? Y a-t-il des vrais risques que vous pouvez énumérer vous en tant qu'expert? Il y a plusieurs risques. Oui. On peut assister à une épidémie quand il y a plus de promiscuité, quand on a aujourd'hui des parcelles où il y a 30 familles, 40 familles. Il y a risque de quoi? D'épidémie parce que le côté sanitaire prend finalement tout. Sur même la santé de population. Donc ça devient la population qui est entassée quelque part. Il y a risque de santé, risque d'épidémie qui peut s'en suivre avec ça. Ça, c'est de un. De deux, il y a aussi le problème de l'éducation en société. On a le papa, la maman et les enfants autour. Et quelle éducation vous donnez aux enfants? Et je pense que... Et puis il y a aussi ce risque-là au niveau environnemental. Vous gérez comment les déchets à 40 familles dans une parcelle? Une parcelle qui a été réservée pour 2 ou 3 habitations. Aujourd'hui, on a 40 habitations. Vous gérez comment le problème environnemental? Les problèmes de déchets dans cette parcelle sont gérés comment? Et finalement, ces déchets vont dans des caniveaux et ça bouge tout. Donc, vous comprenez que la question sera... elle est tellement grande que nous devons prendre des dispositions urgentes. Urgentes, en tout cas. Daniel Moulenda, vous avez parlé de la maladie ou des maladies de la ville. Vous avez utilisé ou emprunté, je dirais, une métaphore intéressante de médecin. Vous êtes médecin, vous avez étudié l'urbanisme, c'est ça la médecine. Pour soigner le patient, c'est Kinshasa. À quel stade il se trouve Kinshasa, d'après vous? C'est une maladie chronique, réversible, ou on peut soigner Kinshasa? On peut soigner Kinshasa, mais Kinshasa doit se laisser soigner. Il doit être dans la salle d'urgence. D'urgence. Vraiment dans la salle d'urgence. Il faut qu'on puisse intervenir le plus vite que possible. Kinshasa, dans la salle d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut faire appel
médecin qui pourra vraiment opérer Kinshasa. Si seulement on amène un laborantin pour opérer Kinshasa, bon, attendez-vous de tout ce que vous pouvez avoir comme résultat. Voilà. Ok. Le laborantin, c'est qui? C'est le ministre qui n'est pas expert ou c'est qui? Non, ce n'est pas les ministres. Le laborantin qui veut faire la chirurgie, c'est qui, d'après vous? Il m'écoute, il me voit, mais ce n'est pas les autorités. Non, c'est tout celui qui n'est pas réellement expert dans la matière. Ok. Alors, pas les ministères. Non, pas les ministères ou les ministres, pas eux. Okay. Parce que je revenais sur la question que vous étiez en train de parler, qui construit la ville? Oui. Bon, moi qui disais, bon, je voulais dire que qui fabrique la ville? Ok. Il y a les acteurs qui participent à la fabrication de l'espace urbain. D'abord, l'État est le premier. Les urbanistes arrivent, les architectes aussi, les économistes aussi, les juristes aussi. Ce sont des acteurs et les autres que je ne vais pas citer ici, parfois par omission, qui participent à la fabrication de l'espace urbain. Alors, l'État a beaucoup de pondérations dans cette fabrication-là, parmi les acteurs. Parce que nous tous, on vient, on donne l'expertise, on dit ce que peut être nos villes, pas seulement Kinshasa. Et c'est l'État qui a les derniers mots, hein, qui signe, qui dit « Ok, c'est fini, j'approuve ou je n'approuve pas ». Aujourd'hui, quand nous regardons la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa a subi certains nombres de plans qui se sont succédés ici. Succédé, oui. Il n'y a pas longtemps, en 2015, qu'on a approuvé un autre plan, qui est SOSAC. Approuvé par qui a fabriqué ce plan, qui a conçu ce plan? C'était conçu par des techniciens. D'accord. Des techniciens qui sont venus d'ailleurs, et c'est d'ici, que je salue aussi l'urbaniste Amani, là où il est, parce qu'il a participé dans ces travaux. Et les architectes qui ont participé, congolais, bien sûr, ils ont été associés à ces travaux. Ce plan a été validé par le gouvernement, plutôt par l'Assemblée provinciale de ville de Kinshasa. Et ça a été mis au vu de tout le monde par l'autorité urbaine. Malheureusement, ça souffre. Ça souffre encore pour l'application. Ça souffre si parfois on jette un coup d'œil dans ce plan-là, les SOSAC, avec vous, vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses, même vous, vous allez dire « Ah, c'est vrai, c'est comme ça, mais pourquoi ce n'est pas arrivé ?» Je prends une illustration. Vous voyez la route de Sendoué, sur ce plan, hein, ça prolonge jusqu'au camp Kokolo, ça entre, ça part sortir. La route Sendoué, on arrive quand ça devient triomphal, oui. Ça rentre dans camp Kokolo. Ok. Ça avance, ça part sortir du côté Bakayao. Est-ce que vous êtes devant Bakayao actuellement? Vous regardez, oui. Quand vous venez du Bandal, Tchubango, je vois très bien. Station de service qui est là, oui, vous verrez que la route commence un peu à être embrouillée. Ça courbe. Non, ça entre. Ça devient sortir de l'autre côté entre Centenaire et PNMLS. Vous voyez? Oui. Ça n'a jamais été fait. Pongabi. Là où il y a une nouvelle construction actuellement, oui, commerciale. Là. Pongabi, oui. Cette route-là, quand vous regardez, quand nous prenons ce qu'on appelle... Non, Sendoué. Sendoué, oui. Vous voyez que c'est comme si on courbe un peu. Oui. Mais pourtant, triomphal, quand vous venez, ça doit partir tout droit. Ça doit enfoncer. Pour aller se croiser avec la route que vous appelez Funa, à côté de l'aéroport de Ndolo. Oui. Pour traverser poids lourd, enfoncer un peu, et puis ça prend une autre route vers l'aéroport. On observe encore ces plans-là, qui n'a jamais été respecté. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Pourquoi? Et pourtant, ça a été prouvé par tout le monde. Par tout le monde. Tout le monde a prouvé ça, mais ça souffre un peu de le faire. Kinshasa demain,
ça sera comment? Qu'est-ce qu'on pense de Kinshasa? Moi, je dirais, je profite à cette occasion pour demander parfois les autorités ou le commandant suprême, le chef de l'État, de convoquer parfois les états généraux des villes de la République démocratique du Congo. Les états généraux des villes de la République démocratique. Qui seront chapeautés par le ministère de l'Urbanisme ou Aménagement du Territoire, c'est ça? Bon, c'est l'état généraux des villes. Oui. Les villes que nous savons que c'est dirigé par le maire de ville, qui ont des problèmes. Alors, si on arrive à faire un état des généraux d'abord de nos villes, dans ces travaux-là, il y aura beaucoup de solutions qui pourront être ressorties. Michel Kabamba, la fameuse cité dortoir qui représente bien la ville de Kinshasa c'est aussi à la base des embouteillages où il y a un autre problème, notamment le manque des routes, des vraies routes, pour absorber un peu la circulation. Monsieur Gaëtan, je pense que la fameuse cité dortoir est aussi à la base des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Je donne un exemple. Du moment où nous assistons à ce que j'appelle colonne vertébrale, la colonne vertébrale qui va des Sendwe triomphal jusqu'au 24 novembre. Oui. Si vous êtes au niveau du boulevard Lumumba, regardez ce qui se passe. Oui. Le boulevard Lumumba a je crois 4 bandes aller, 4 bandes retour. De deux côtés. De deux côtés. Qui fait 8. Qui font finalement 8 bandes. Mais nous avons d'abord 4 bandes en venant délimitées pour entrer sur Sendwe. Et juste à gauche, nous avons la route de l'université qui a 2 bandes. Oui. Donc une bande qui doit entrer aussi sur Sendwe. Nous avons en total 5 bandes qui doivent entrer sur Sendwe. Sendwe qui a 3 bandes. Oh là là. Nous avons 3 bandes et 3 bandes plus le 5, ça fait 8. Nous avons 8 bandes qui doivent se projeter sur Triomphal. Triomphal qui a aussi 3 bandes sur cette direction-là. Arriver avec les 3 bandes de Triomphal et les 8 bandes, ça nous fait un total de 11 bandes. Et au niveau des Triomphal, nous avons aussi la route Kassavubu, ce qui vient de Victoire, avec une bande sur le 11, ça nous fait 12. Vous voyez, donc plus on est en train d'aller vers le centre-ville, plus les voies sont en train de se rétrécir. Si on quitte Lumumba jusqu'au niveau de 24, plus on a beaucoup de bandes, plus au lieu que les emprises soient plus ouvertes, mais là on est en train de rétrécir finalement le chemin. Donc cette colonne vertébrale est aussi à la base de beaucoup d'embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Ça c'est de 1. De 2, nos dirigeants doivent finalement voir comment asphalter les voies secondaires finalement, et les voies tertiaires pour dire cela. Oui. Parce que je vois ils mettent beaucoup de temps sur la voie primaire qui est faite à grande échelle pour des circulations à longue distance, mais ils oublient qu'il y a aussi des liaisons internes qui doivent être prises en compte pour éviter finalement ce problème d'embouteillage. Je pense qu'on doit mettre aussi l'accent sur la réhabilitation de toutes les voies secondaires pour résoudre ce problème d'embouteillage. Donc là, je pense qu'on ne pourra plus, et aussi faire respecter tout le plan qui ont été mis, toutes les études mises en place finalement pour résoudre ce problème. Alors je vais vous poser une question, je voudrais que vous soyez réaliste. Est-ce que s'il faut se projeter vers l'avenir, si aujourd'hui le gouvernement décide d'appliquer, de mettre en œuvre un des plans proposés, il faudra attendre jusqu'à quand pour que la ville de Kinshasa change un peu de façade, de forme? Bon, faut attendre. Quels objectifs devons-nous avoir maintenant là? Objectif dans 5 ans, 10 ans, Kinshasa peut changer, ou il faut 20 ans pour vraiment changer l'image de la ville? Attendre jusqu'à quand là, je ne sais pas, ça dépend du politique. D'après les études justement. Bon, tout ce que moi je peux dire en tant que technicien, c'est qu'on doit finalement repenser la ville de Kinshasa. Organiser Dans un délai de combien de temps? Repenser par exemple, les SOSAC, ça a été réfléchi, on devait mettre à jour ce plan à chaque 15 ans, tous les 15 ans. Oui. Moi, je pense que la projection est de 15 ans. Oui. À dater de ce jour, on peut compter 15 ans pour finalement... Pour un changement. Oui, pour un changement. Parce Kinshasa doit finalement avoir un nouveau plan d'habitat. On a quel plan d'habitat? Les logements sociaux n'existent plus à Kinshasa. Pendant qu'on est à 17 millions, c'est le rapport de 2021, on est presque la 3e plus grande ville d'Afrique.
est la première ville francophone depuis 2021. On est une ville millionnaire, on doit réfléchir à tout ça, à un nouveau plan d'habitat. Et je pense que ce nouveau plan d'habitat peut intégrer finalement cette dimension d'exode rural qui est en train qui est prononcée à ce jour. Alors, Daniel Molenda, jusqu'ici, vous n'êtes pas encore attaqué au ministre de l'urbanisme, qui n'est pas un expert. En tout cas, on le sait, il fut un grand journaliste de ce pays, aujourd'hui ministre de l'urbanisme. À côté, il y a l'aménagement du territoire. Vous nous direz, est-ce qu'il faut avoir les deux ministères ou il faut faire en sorte que ce soit un seul ministère? Le profit du ministre, ça ne compte pas, d'après vous? Bon, merci. Oui. Je salue tous les deux ministres, Maître Guy Longo et puis Souma Bilou. Donc, l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire. Voilà. D'accord. Alors, bon, est-ce que ce sont les ministères beaucoup plus techniques? Oui. Est-ce qu'il est dit dans la loi qu'il est nécessairement qu'il soit urbaniste ou un aménageur du territoire? Je pense que on n'a pas péché en les mettant là-bas, mais au moins, des fois quand les choses ne marchent pas, des fois on interpelle les autorités pour que les choses reviennent un peu en ordre. Alors, ici, les deux ministères, je sais que c'est pour de fins politiques ils sont à deux. Mais en réalité, ça devrait être même ministère, mais deux directions. Parfois même 3 directions. Aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Alors, malgré qu'ils sont à deux, mais ils travaillent souvent en collaboration. Parce que tous interviennent, même le ministère des Affaires foncières. Et tous interviennent sur le sol congolais. Alors, on parlait un peu de questions... embouteillage. Oui. Il y a un plan de transport, si vous ne le savez pas, de la ville de Kinshasa. Il y en a, ça existe. Je ne sais pas si l'autorité a ça dans son bureau. Il y a une fois, je commentais quelque part, je disais, pour moi, l'autorité provinciale, quand il entre dans son bureau, le matin, je n'ai jamais entré dans son bureau, mais je voudrais que quand il entre chaque fois dans son bureau, même au salon là, il y a le plan de la ville de Kinshasa. Devant lui. Gros, vraiment là. Oui. Devant lui. J'ai vu ça un peu partout, en tout cas dans des grandes villes, vous avez toujours le plan en face de vous. Oui. Vous le représentez. Voilà, oui. Chaque fois quand il se met pour signer, il soulève la tête, il voit les plans. Ça lui interpelle un peu chaque fois. Regarde ça. C'est ainsi que ça peut nous aider à ce que l'autorité, si vraiment, comme le gouverneur actuel, vous voyez qu'il a les soucis à ce que les choses puissent quand même changer. Il a quand même les soucis. C'est vrai que nous avons habité dans les désordres. Ça fait longtemps, parce que chez nous ici, le désordre devient l'ordre. Désordre qui devient l'ordre. Tu as fait beaucoup de temps, 10 ans, dans le désordre, tu crois que c'est devenu de l'ordre, d'une norme dans les désordres. Quand on vient, on te dit, rentre en l'ordre. Tu penses que c'est le désordre. Tu penses maintenant ce qu'on vient de faire, c'est du désordre. Non, je vais attaquer le gouverneur, il a fait ceci, il a cassé. Bon, personnellement, tu étais là, et puis ils se disent qu'on a les documents. Bon, les documents en question, quand on regarde parfois les documents en question, on trouve que ce n'est pas un document même. Trouver que il y a toujours des choses, et puis on quitte les documents, non, on ne fait rien, c'est maintenant on devient des chômeurs, des choses comme ça. Vous sentez qu'on cherche toujours des alibis pour que Kinshasa reste toujours... Je vous relance avec une autre question avant de prendre Michel Kabamba. Est-ce qu'aujourd'hui, votre domaine, l'urbanisme, ça attire encore des jeunes? Est-ce qu'on en a encore besoin? On en a besoin à Kinshasa d'avoir plus d'urbanistes plutôt? Bien sûr. Pour quelle raison? Ça attire. Pour quelle raison? D'abord... Quand je demande si ça attire, parce qu'il y en a qui veulent faire l'urbanisme, mais en regardant comment est-ce que la ville est aménagée, on se dit, ben, ça va servir à quoi finalement la ville? Les gens ne prennent pas en considération les avis des experts urbanistes. Est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment des jeunes qui vont plus étudier l'aménagement et l'urbanisme?
Il y en a beaucoup. Il n'y a pas loin, c'est avant-hier. Ouais. Il y a eu beaucoup de défenses à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, où il y a des jeunes, de nouveaux diplômés en urbanisme qui viennent de sortir. Il y en a beaucoup. Mais tant que la République démocratique du Congo aura des villes, on aura besoin des urbanistes et on a des urbanistes. Okay. On cessera à vivre en République démocratique du Congo, à ne pas aussi donner notre apport, c'est quand on va abolir toutes les villes de la République démocratique du Congo. Tant que ça existe, on est là. Il y a toujours des urbanistes. Alors, on va parler d'une autre problématique, dans cette grande problématique toujours, les aéroports. Hein. Vous êtes expert en planification, de planification spatiale, vous connaissez un peu quelque chose, vous avez été à Goma voir comment est-ce que cet aéroport est aménagé. Aujourd'hui, comment se portent nos aéroports? Je vous pose la question, quoique j'en ai une petite idée dans ma tête. Comment se portent nos aéroports? Monsieur Gaëtan, nos aéroports se portent très mal. Oui. Très mal. Pourquoi je dis très mal? Parce que l'aéroport, c'est une entrée d'une ville. C'est une frontière. Du moment où nous n'aménageons pas nos frontières terrestres, c'est de la même manière qu'on n'arrive pas à aménager nos frontières aéroportuaires. Moi, j'ai été à Goma en 2020, en 2021. J'ai vu la frontière entre la RDC et le Rwanda. Pour ceux qui connaissent Goma, les cimetières Kanyamuhanga, à Bujovu, c'est non loin de l'aéroport. Si vous voyez la frontière entre la RDC et le Rwanda, à partir de ce quartier qu'on appelle Bujovu, c'est une simple fondation qui fait à peine 50 cm de hauteur. Vous comprenez un peu? Et quitter la frontière, donc quelqu'un qui vient du Rwanda pour entrer en RDC, il est face à une brousse. Dis-moi comment la ville peut être sécurisée. Et finalement, quand je vois nos installations aéroportuaires aujourd'hui, les vols, par exemple les vols nationaux, on a du mal à décoller la nuit. On doit être un bon pilote pour décoller ou pour atterrir la nuit si ce sont des vols nationaux. Peut-être les vols internationaux, ils sont quand même sophistiqués en la matière, ils essaient d'atterrir la nuit. Mais déjà, il fait très noir sur même le tarmac. La piste même, il fait très noir la nuit. Dis-moi comment est-ce qu'on peut atterrir la nuit. À l'extérieur de l'aéroport, n'en parlons pas parce que, oui, il y a peine de lumière, mais quand on quitte l'aéroport, on est dans le noir, dans l'oubli total finalement de la lumière. À ce niveau, on doit vraiment se poser la question. Comment l'aéroport est classé où finalement? C'est une frontière, on doit se mettre en tête que c'est la vitrine même de notre ville. C'est la vitrine. L'étranger, quand il arrive, c'est l'aéroport qu'il voit en premier. Et comment elle se présente? Sa façade, comment elle se présente? Et ces constructions qui datent, je ne sais pas de quelle époque. On fait un semblant de réhabilitation, mais qui n'a aucune direction, qui n'a aucune planification finalement. Je pense que l'autorité doit finalement essayer de copier un peu ce qui se passe à l'extérieur. Quand vous voyez l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris, je pense que c'est presque le 1/4. C'est le 1/4 de la superficie de Paris, mais je pense que c'est parmi les meilleurs aéroports du monde. Justement. Mais je pense qu'on peut aussi... Pourquoi ne pas copier tout ce que les autres font à l'extérieur? Je vais faire un peu d'histoire, Michel et Daniel, ce que peut-être vous le savez, mais ceux qui nous suivent ne le savent pas, ce que nous avions eu dans notre pays, les deux premiers pilotes que connaissait encore l'Afrique centrale, peut-être toute l'Afrique. Je vais les citer, M. Simon Diasso-Loa et le commandant Ilunga. Aujourd'hui, ils sont suffisamment âgés. Ils conseillaient le président Mobutu. C'est grâce à eux notamment qu'on a eu beaucoup d'aéroports, que nous connaissions quelques modernisations de notre système aéroportuaire. Mais malheureusement, on n'a plus avancé. On régresse au fur et à mesure. Quand vous regardez l'aéroport international de Ndjili, vous en tant qu'expert, architecte en même temps, vous vous dites que qu'est-ce qu'il faut faire urgemment maintenant? Ce qu'il faut faire urgemment, je pense qu'on doit penser étendre cet aéroport finalement. Oui. Proposer d'autres solutions de construction. On a le terrain en face de l'aéroport, de l'actuel aéroport, je pense qu'on peut l'exploiter.
Je pense qu'une certaine année, à l'époque du président honoraire Joseph Kabila, on avait proposé qu'on devait finalement en face construire d'autres aérogares pour cet aéroport. Donc ceux qui venaient de Kingasen, je pense, ils devaient déjà dévier à partir de quelque part pour ne pas passer sur Lumumba devant parce qu'on allait avoir finalement un aéroport, mais qui est scindé en deux. Certains pouvaient atterrir en face, les autres du côté où on a l'actuel tarmac. Mais ça n'a pas été fait. On a fait un semblant de pose de première pierre, mais ça n'a jamais été fait. Je pense qu'on doit mettre un peu de sérieux dans ce qu'on fait. Alors, il y a une autre problématique dans l'aéroport de Goma, vous l'avez dit très récemment lorsque j'ai échangé avec vous, c'est qu'il y a un problème dans la piste d'atterrissage. Les avions qui veulent atterrir doivent par moment violer l'espace aérien de Rwanda. Est-ce que c'est vrai ça? Monsieur le journaliste, là j'interpelle encore nos autorités parce que on a été à Goma, c'était dans une mission de la Banque mondiale pour étudier un peu comment on pouvait délocaliser certains équipements de cette ville aussi très importante pour notre pays. On avait proposé qu'il fallait délocaliser l'aéroport de Goma, qui devait aller vers Sake et tout. Tout simplement parce qu'un pilote averti ou non, qu'il le veuille ou pas, il va suivre une certaine direction pour atterrir sur la piste de Goma. Et finalement, une partie prend l'aile finalement du Rwanda à partir du lac Kivu et une autre partie reste en RDC, à Goma finalement. Et c'était pour cette raison qu'on avait demandé si on pouvait délocaliser cet aéroport. Mais jusqu'à ce jour, ce plan est dans les tiroirs, je ne sais pas pourquoi. Mais la proposition a été faite de délocaliser cet aéroport, bien que c'est stratégique, mais on ne peut pas à tout moment être confronté. C'est un problème qui date de longtemps, mais aujourd'hui, ça nous... En quoi est-ce que c'est stratégique? On va terminer déjà. Oui. Bon, c'est stratégique parce qu'on estime que c'est à la frontière entre le Rwanda quand il y a une menace. Dans la partie de Grand Lac, notre aéroport peut finalement intervenir facilement pour l'approvisionnement des militaires au front et tout, mais je pense qu'on ne peut pas rester finalement dans cet embrouille qui nous amène finalement à mal sur le plan international à tout moment. Avec vous aussi, Daniel, on va terminer sur cette question des aéroports. Est-ce que Kinshasa, nous avons deux aéroports, un aéroport et un aérodrome. C'était bien pensé, d'après vous, les spécialistes et les experts? Oui, les deux aéroports, d'abord tous nos aéroports de la République démocratique du Congo, ce sont des aéroports comme des équipements, vraiment l'entrée de nos villes, qui ont des problèmes. Hein. D'abord l'accès et la proximité des habitations tout près de l'aéroport. Presque la plupart des aéroports de la RDC, vous verrez qu'on est un peu collé avec eux. Hein. On ne respecte pas la servitude aéronautique. Okay. Deux fois, rappelez-vous l'aérodrome de Ndolo, il y avait l'avion qui était entré quand même tout près de l'équipement commercial, le marché qui était tout appelé Tipka, et on a eu des morts. Ce sont des problèmes que nos villes subissent. Ce sont des problèmes qui nous font mal. Alors, notre aéroport, mon ami Michel en a parlé, déjà pour des problèmes que l'aéroport lui-même subit. Mais moi, je voulais prendre dans les volets de accessibilité même à l'aéroport. À part Lumumba, on accède à l'aéroport de Ndjili comment? À part Lumumba, et si ça se bloque aujourd'hui, comment on peut accéder là-bas? Et pourtant, on devrait avoir beaucoup d'accès à l'aéroport. Et sur le plan des transports, merci. Oui. On a donné des solutions, beaucoup des entrées pour l'aéroport international d'Indjili. Merci beaucoup à vous. Daniel Moulenda, urbaniste, Michel Kabamba, architecte et expert
de l'unité de planification spatiale. On vous entendre, donc c'est possible de repenser la ville de Kinshasa. C'est possible d'avoir une ville saine et vivable. Donc la balle est du côté des autorités politiques, nous espérons qu'ils nous ont suivis. Nous espérons également que vous, madame, monsieur, téléspectateurs qui nous avez suivis, vous prendrez des dispositions pour ne plus construire n'importe où. Cette émission est finie. Merci à vous d'avoir suivi.